Par une nuit sombre et paisible, alors que tout le monde dormait tranquillement, le village a soudainement pris feu. Les barbares sont arrivés à cheval et ont appelé à la violence. Ils voulaient tuer tout le monde et tout brûler. Les gens courent dans différentes directions. L'un d'entre eux cherche dans la foule qui s'enfuit, sans parvenir à retrouver son fils. La jeune fille en pleurs a couvert le bébé de ses bras et a littéralement supplié qu'on lui permette de partir avec lui. Elle continua à pleurer et fit écho à l'indulgence d'au moins un enfant. À son tour, l'un des barbares s'approcha d'elle et tira son épée. Il a demandé à l'autre si cela valait la peine. L'autre a répondu qu'il y avait une évacuation en cours. C'était trop bruyant, à ce moment-là, il essayait de donner un coup d'épée sans pitié. Sa main tomba sur le sol en saignant, une poignée morte tenant l'épée. Quelqu'un lui a coupé le bras, il hurle de douleur sauvage, sans se rendre compte de qui l'a fait. L'épée à la main, l'étranger se plaça derrière le bandit ensanglanté qui continuait à crier. Elle s'est retournée et l'a vu, elle n'en croyait pas ses yeux et confuse, elle a crié que c'était Shadow. Le bandit cria qu'il allait l'achever, car à ce moment-là, l'ombre porta le coup final, lui tranchant la tête. Une rumeur circulait parmi les barbares, selon laquelle une rencontre avec son bras ne promettait que la mort. Un regard froid dans ses yeux blancs, et seulement une silhouette noire. Cette personne, également appelée ange de la mort et ombre fantomatique, était rapide comme l'éclair et extrêmement furtive. Il marchait d'un pas assuré dans l'environnement brûlant, ses vêtements en lambeaux tachés de sang marron. Au matin, les gens marchèrent parmi les cadavres éparpillés et disaient que puisqu'il était une ombre pour les barbares, il pourrait être un allié pour eux. Le vieil homme ne voyait pas où était l'intérêt. Les bandits les volaient depuis plus d'un mois et n'avaient pas été repoussés correctement. La vie dans le nord était un enfer, et lorsque l'hiver arrivait, les gens mouraient de froid ou des mains des barbares. Le vieil homme ne cesse de répéter que le roi devrait être au courant des événements, mais il ne semble pas se préoccuper de ce qui se passe. Pour lui, il s'agit probablement d'un terrain abandonné. Et c'est alors qu'un homme s'est jeté sur l'un d'entre eux avec ses poings. Ce n'était pas la meilleure idée, car il a échoué lamentablement et s'est écrasé sur le sol. Puis l'un d'eux remet son épée au fourreau, suggérant qu'il vaut mieux ne pas prendre de tels risques. Ils lui ont demandé pourquoi il les avait attaqués, ou s'il voulait mourir, et il a serré son bras blessé. Il a traité l'homme au chapeau d'aristocrate, qui à son tour a eu l'air extrêmement surpris. Il a ensuite déclaré qu'il n'avait osé se présenter qu'après qu'il ait terminé, alors qu'il les insultait en parallèle. L'homme au kimono lui répond vivement qu'il lui couperait la langue pour avoir tenu de tels propos, tandis que l'homme au chapeau lui dit qu'il n'y a pas lieu de le faire. Elle ajouta que ce n'était pas la faute de l'enfant, puis baissa les yeux d'un air pensif et triste. La fille qui a attrapé le garçon s'est excusée auprès de l'homme au chapeau, mais le garçon n'a pas cessé de décrire la situation comme embarrassante. Le vieil homme dit que ses enfants ont perdu leurs parents il y a 7 ans aux mains des barbares, ajoutant qu'ils ont massacré tous les villageois en une nuit. Le garçon a demandé à la fille de le laisser tranquille. Le vieil homme a continué à dire qu'ils voulaient juste trouver leur place. L'homme au chapeau compatissait sincèrement à sa douleur. Le vieil homme a dit que ce n'était malheureusement pas tout. L'année dernière, une femme a perdu son mari, également tué par les barbares, la laissant veuve, et hier elle a perdu son fils unique. D'autres enfants ont perdu leur père hier et leur mère a été tuée il y a 2 ans, dit le vieil homme en désignant les enfants qui sanglotent devant le corps de l'homme. Après chaque volume, il y a d'innombrables orphelins. L'homme au chapeau s'est rendu compte que la situation était plus grave qu'il ne l'avait prévu. Il exhorta tout le monde à trouver l'ombre immédiatement, car il fallait se dépêcher d'organiser Chétange. Au bout d'un certain temps, les villageois ont vu un panneau sur le tableau d'affichage, mais ils ne savaient pas ce qu'il disait. L'un d'entre eux a demandé aux autres si quelqu'un savait lire, mais ils n'ont obtenu que le silence, car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas posé d'affiche. Les gens sont venus voir l'annonce, mais ils n'ont pu que lire quelque chose à propos d'une ombre fantomatique. L'homme en kimono dit que le roi cherche une ombre fantomatique pour rejoindre la garde et que celui qui la trouve recevra un pendentif de jade. L'un des résidents a suggéré que, puisqu'il le recherchait, il ne devrait pas passer les examens et qu'il pourrait probablement s'enrichir grâce à cela. L'homme au kimono dit que son bras est célèbre dans le Nord et demande à la foule rassemblée si elle sait quelque chose sur lui. Ils ont simplement supposé que quelqu'un avait pu le voir ou le connaître de vue et que de nombreuses rumeurs circulaient à son sujet. Un villageois a désigné la grand-mère de Champ, affirmant qu'elle l'avait plus ou moins vu, ce à quoi la femme a répondu qu'elle n'avait rien dit. On disait qu'il fuyait les gens, qu'il ressemblait à un monstre voûté et la rumeur voulait qu'il ait commencé à tuer des gens parce qu'il était devenu fou. L'homme au kimono se rendit compte que personne ne le connaissait probablement et qu'il ne serait pas facile de le retrouver. Il n'a cessé de répéter que c'était peut-être sa seule chance de changer les choses. Soudain, l'ombre qui avait disparu habilement dans la foule entendit ce dont il parlait et passa à côté d'eux. Passant outre les Russes et le pandémonium qui y régnait, il entra tranquillement dans une sorte de salle à manger. Il entra et jeta le sac sur le sol avec ce qui semblait être la poignée d'une épée qui en sortait. Puis, comme à son habitude, il s'est assis en lotus à la table, musclé et costaud.
Au bout de quelques secondes, une fille s'est approchée de lui et lui a demandé ce qu'il lui apportait. Il lui a gentiment demandé un bol de takju. Soudain, un étranger apparaît, portant 2 bols de takju. Il demande joyeusement la permission de s'approcher de sa table, parallèlement à celle de la personne déjà assise devant lui. L'ombre remarque qu'il y a beaucoup de sièges vides autour, mais le jeune homme insiste pour s'asseoir à cette table en particulier. Son bras le regarde et lui demande avec indifférence ce qu'il veut qu'il fasse. Le jeune homme a prononcé le mot « ombre », ce qui l'a beaucoup surpris. À ce moment-là, la fille s'est approchée avec la demande, et le garçon a affirmé que cette ombre puis a demandé si c'était correct. C'était comme si la fille voulait rester plus longtemps à sa table. L'ombre a demandé au garçon pourquoi il pensait cela. Le type a versé du takju dans un bol et a dit qu'il l'avait vu il y a 1 an, bien qu'il se souvienne vaguement du moment. Il poursuit en disant que les barbares ne font jamais de distinction entre les personnes d'origine noble et les personnes d'origine inférieure. Le jeune homme a dit que les voleurs voulaient le tuer, et il était déjà couché sur le sol quand l'ombre est apparue soudainement. Il demanda si l'ombre se souvenait de l'avoir sauvé. En tout cas pour lui, cela avait été un jour mémorable, et ajouta qu'il était à la recherche de l'ombre depuis ce jour. Il répondit que le jeune homme l'avait pris pour quelqu'un d'autre, et alors qu'il se versait un bol de takju, le garçon lui dit que tout était possible. Le jeune homme sourit et commence à boire la boisson alcoolisée dans le bol. Par ailleurs, il a déclaré que les esprits de 16 victimes s'accrochaient à celui qu'il tuait. Il inclina lentement son bol et but le breuvage, puis déclara qu'il avait eu des nouvelles de son père, tout comme la garde royale. Cette unité spéciale, dont le but est de soumettre les barbares du Nord, est fondée personnellement par le roi. The Shadow buvait takju en silence. Les Jurchen étaient en effet le centre de la Chine, de la Corée du Nord et de Primorie, ajoutant que cela est exact. Tout le monde se concentrait sur le meurtre des barbares qui lui avaient fait perdre sa mère l'année dernière, et il demanda à Shadow quelles étaient leurs raisons. Tuer si brutalement, et quelques instants plus tard lui proposer de se battre ensemble contre les bandits. Il dit qu'il devra risquer sa vie pour les exterminer, mais qu'en retour il soutiendra l'ombre matériellement et spirituellement. Le type lui a demandé comment il s'appelait et, sans attendre la réponse, il lui a dit qu'il s'appelait Dae-il, de la famille Dae. L'ombre terminait tranquillement son bol de takju, ne voulant pas mêler le jeune homme à tout cela. Il but son verre, posa le bol sur la table et regarda le jeune homme dans les yeux. Puis il a dit qu'il risquait de mourir à cause de lui, mais que s'il restait déterminé, l'ombre le suivrait. Le gars a souri et s'est versé un autre verre dans son bol et a dit qu'il l'avait cherché préparé à l'avance, même pour la mort. Ils ont touché leur bol et ont commencé à savourer cette délicieuse boisson à base de riz. Entre-temps, le récent agresseur de l'homme au chapeau, le jeune homme que la petite sœur avait tenté de calmer, avait prétendu être l'ombre. Il a demandé à sa sœur Dawn de confirmer sa déclaration à tout le monde, car manifestement personne ne le croyait. À ce moment-là, l'homme au chapeau rapproche le jeune homme du vieil homme qui se retourne. L'homme au chapeau dit que le garçon fou prétendait être l'ombre et désigna le jeune homme. À ce moment-là, les gens s'attroupent et certains d'entre eux commencent à prétendre être son bras. Il était clair qu'ils parlaient du pendentif de Jade, et ils ont commencé à s'attaquer l'un à l'autre, s'accusant mutuellement de mentir. L'homme au chapeau dit qu'il n'était rien d'autre qu'une populace et demanda au vieil homme si l'ombre pouvait être parmi eux, ce à quoi le vieil homme répondit que tout était possible. À ce moment-là, l'ombre et le jeune homme écartaient le pandémonium de gens et leur demandaient de céder la place. L'homme au chapeau les a vus et s'est demandé si ce type musclé et en pleine forme était l'ombre. Le jeune homme s'approcha d'eux et leur raconta ce qu'il avait entendu au sujet de la recherche de l'ombre. Ajoutant qu'il était venu avec l'ombre, il désigna un grand gaillard qui tenait un sac à la main. L'un d'entre eux réclame des preuves de ses propos et les accuse de diffamation, affirmant qu'il s'agit bien de l'ombre. Le jeune homme se tourne vers lui et lui demande s'il est vraiment l'ombre. Il a ajouté qu'il n'avait rien vu derrière lui, mettant en doute ses propos. À ce moment-là, l'homme au chapeau s'est approché et a demandé si l'ombre fantomatique était vraiment devant lui. L'homme répondit par l'affirmative qu'il s'agissait de l'ombre, qu'il avait personnellement vue dans l'affaire. L'ombre s'avança et posa une question. Il demande s'il est vrai que la garde royale est une unité spéciale chargée d'exterminer les barbares. Il répond que la responsabilité du massacre entre Joseon et les Jurchen incombe à Joseon, ajoutant que l'ancien roi était hostile aux Jurchen. Son bras a continué à poser des questions, disant que les Jurchen avaient essayé d'être bons pour Joseon. Mais qu'avait fait le roi de Joseon? Et que la cause du trouble était la négligence du roi de ce pays. Le garçon tenta d'arrêter l'ombre. Réfléchit l'homme au chapeau. Il a dit qu'il y avait une part de vérité dans ce qu'il avait dit et a posé une contre-question pour savoir s'il se dérobait à ses responsabilités futures en corrigeant le passé. Il a ajouté que, quel que soit le passé, les actions actuelles sont très importantes car Joseon n'abandonnera jamais le Nord. L'ombre furieuse déclare que le roi doit venir le lui dire personnellement dans ses yeux, mais le jeune homme tente tout de même de le calmer. L'homme au chapeau dit qu'il lui parle personnellement. L'ombre et le jeune homme sont très surpris.
Il m'a dit que c'était pour cela qu'il était venu ici, pour me parler en personne et faire la différence, s'écria le jeune homme, ne croyant pas qu'il avait un vrai roi devant lui. Le vieil homme a regardé tout le monde d'un air pensif, et sans un mot, les gens ont commencé à s'approcher. Ils marmonnent entre eux, réalisant qu'il s'agit en fait du roi. L'un des résidents a levé les mains au ciel et a parlé de sa majesté. Les autres s'agenouillèrent également devant lui, magnifiant le vrai roi. Il s'est avéré être le 4e roi de Joseon. Il s'appelait Sejong Lido, et il avait l'air fier et pitoyable à la fois. Les hommes courbés sont surpris que celui qui se fait appeler l'ombre ne tombe pas à genoux devant le roi. Le jeune homme s'accroupit sur le sol comme les autres, sur lequel il tenta d'interpeller l'ombre aigrie. À ce moment-là, une jeune femme s'est présentée à la porte avec un bébé dans les bras, disant qu'elle était venue pour la publicité. Il avait entendu dire que l'ombre était recherchée et affirmait avoir vu l'ombre elle-même. L'un des gardes se tourna vers elle et lui demanda si elle l'avait vraiment vue. Elle répondit qu'elle l'avait vue au moment de l'invasion barbare. Elle s'empressa d'ajouter que la nuit dernière, l'ombre les avait personnellement sauvés, elle et son fils. Le roi essaya de savoir ce qui n'allait pas. Le vieil homme dit qu'il avait survécu à un raid de bandits et qu'il voulait retrouver son bras. Soudain, avec un bébé dans les bras, elle tombe à terre, couvrant l'enfant de ses bras. Elle tremble de peur et répète que c'est lui le barbare. C'est lui qui était avec eux cette nuit-là. Les gardes ne comprennent pas ce qui se passe. Elle a continué à crier qu'elle était un démon pendant qu'ils lui prêtaient attention. Ils lui ont dit qu'il était l'ombre, mais il a continué à affirmer qu'il n'était pas l'ombre mais un barbare, en disant qu'il était celui qui avait tué le peuple Joseon lors de cette nuit fatidique. Le garçon demanda de quoi parlait la femme, car à ce moment-là, l'homme qui se faisait appeler Shadow lui attrapa le visage. Il s'adresse à elle en lui disant qu'elle a beaucoup de chance et qu'il est venu pour attraper l'ombre. Et s'il dit la vérité, un peu d'ombre ne pose pas de problème. Il se tourna vers le roi et déclara qu'il le tuerait sur le champ, après quoi il rejoindrait Juzeng. Le jeune homme ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait ni de ce dont il parlait, et c'est alors que l'imitateur l'a frappé. Il a dit avoir prévenu Dae-il qu'il risquait de mourir à cause de lui. Les gens ont commencé à s'en prendre à lui, disant qu'il n'avait pas le droit de faire une telle chose sur le sol de Joseon. Le barbare, cependant, fut rapide comme l'éclair dans ses décisions, frappant de sa masse l'homme qui s'était précipité sur lui. Le coup était très fort et l'a atteint à la tête, d'où il s'est effondré sur le sol, inconscient. Le roi et les autres sont stupéfaits par ce qui se passe, littéralement figés sur place. Le barbare, avec sa masse à pointe, a dispersé les hommes de Joseon un par un. Il était extrêmement cruel et sans pitié pour tout le monde, assénant ses coups écrasants encore et encore. À un moment donné, les gens ont compris qu'il était trop fort et ne se sont plus jetés sur lui sans réfléchir. Ils lui ont souri. D'autres, en revanche, ont exhorté les autres à continuer à se jeter sur lui pour l'arrêter. Dire le nécessaire ensemble, en même temps, lui tomberait dessus, ce à quoi le barbare était préparé. Il a également saisi l'un d'entre eux, au visage d'une main, tout en se défendant des autres de l'autre. Sans lésiner, ils se sont jetés sur lui alors qu'ils l'attendaient. L'un d'entre eux a même eu la chance de se retrouver derrière lui et de le poignarder dans le dos. Il espérait en vain que ce serait le dernier moment de la bataille contre le barbare. Mais il s'était lancé avec le couteau qu'il avait dans le dos, la poignardant dans le dos, et le sang a coulé sur le sol. À cet instant, le jeune homme ensanglanté, allongé sur le sol, pensait avoir amené l'ombre. Mais il s'avéra que ce n'était pas du tout le cas. Il se reproche d'avoir été si naïf et de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. Il se rendit compte que les âmes qui s'accrochèrent derrière lui s'avéraient être les âmes des morts de Joseon. À ce moment-là, le vieil homme ordonne au garde d'emmener sa majesté, et lorsqu'il trouve Lee Sun-mon, le garde répond qu'il a enfreint l'ordre. Le barbare devant eux a dit que le roi partait tôt. Le jeune homme s'approche du garde et lui demande d'emprunter sa lance pour un moment. Le barbare tente d'attaquer le roi en disant qu'il s'excusera auprès de ses compatriotes dans l'au-delà. Ajoutant que le roi de Joseon allait mourir maintenant, Li-Do le regarda avec amertume. Soudain, sur le côté, une lance s'enfonce dans le barbare sans méfiance et en détresse. Il tient à peine debout, incapable de croire que quelqu'un a réussi à le frapper. Le jeune homme fut surpris que le barbare puisse résister à autant de dégâts, alors qu'il essayait de retirer la lance plantée en lui. Il se rendit compte que même pour un barbare, il était trop fort et se précipita sur lui avec l'intention de lui enfoncer sa lance dans le corps. En sortant sa jambe, il voulait pousser la lance, causant ainsi plus de dégâts. Le barbare cracha du sang, mais il n'était pas question qu'il abandonne, se tournant vers le jeune homme. Il eut encore le temps de réagir et d'attraper sa tête avec sa main. Il ne comprenait pas d'où le jeune homme tirait une telle force. Le barbare lui demanda qui il était. Le jeune homme saisit la lance dans sa main et commença à la percer. Il a crié de douleur imminente, mais a continué à s'accrocher à l'homme, bien qu'il ait progressivement relâché sa prise. Le roi stupéfait dit qu'il s'agit du même garçon qui prétend être l'ombre. Le barbare finit par lui lâcher la main, et le jeune homme dit qu'il en a assez de dire à tout le monde qui l'estimate. Elle détache son bandage de tête et démêle ses longs cheveux. Tout le monde se rend compte de sa véritable identité. Respirant faiblement le sang, le garçon à terre se rendit compte que ce jeune homme était l'ombre.
À ce moment-là, il vit des âmes derrière lui et son compagnon déclara qu'il s'agissait de l'ombre elle-même. À ce moment-là, un vent léger et facile soufflait, développant les drapeaux sur les mâts. Le barbare ne pouvait plus contenir la douleur sauvage. Il tomba à genoux devant l'ombre. Essayant vainement de rengainer sa lance, il le regarda dans les yeux et lui demanda s'il était vraiment l'ombre. Le type répondit qu'il était fatigué de se répéter. Il se retourne vers lui et déclare fièrement qu'il est son bras, laissant entendre qu'il s'agit d'un imposteur. Le roi Lido de Joséon ne s'attendait pas à cette évolution. Il observait la situation depuis les coulisses. Brisant un bâton de bois de sa lance et toujours debout, le barbare dit qu'il est arrivé juste à temps pour se présenter. Il a ajouté qu'il était venu ici pour le tuer car il était l'ennemi commun de tous les Yorkens. Sans laisser le barbare finir, l'ombre lui assène un coup assez vif sur la tête. Le barbare est découragé par cette vitesse et par la maniabilité de l'ombre. Son bras a dit qu'il parlait trop, ce qui l'a fait payer instantanément, puis a essayé de donner une autre série de coups de poing. Cependant, le barbare réussit à saisir sa masse hérissée de pointes et à dévier ses coups. Le roi Joséon les observe depuis la ligne de touche pendant qu'ils se battent avec acharnement. Le barbare regarda à travers les mèches de cheveux dans les yeux de Lido, surpris. Le roi se retourna vers lui, comprenant qu'il ne s'arrêterait pas si facilement. À ce moment-là, le barbare enragé tenta d'attaquer le roi. À ce moment-là, Sunmon qui s'était approché détourna le coup avec son épée. Le barbare baissa sa garde une seconde sous l'effet de la surprise, ce dont Sun profita. Instantanément, il lui enfonça son épée dans l'épaule, et le bandit hurla de douleur à son tour. Il le regarda froidement, l'épée à la main, fixant le barbare. Le vieil homme a commencé à crier après Li Sun, en l'accusant de négligence. Moi a répondu qu'il suivait les ordres de Sa Majesté. Le vieil homme tente à nouveau d'inciter Sun à se concentrer, mais le roi à son tour déclare qu'il ne faut pas tuer le barbare, arguant qu'il pourrait en savoir trop, et donc leur en parler. On accepte et dit qu'il fera ce que Sa Majesté lui ordonne. Le bandit immobilisé resta debout, le fragment de lance planté en lui et l'épée de Mona toujours dans son épaule. Soudain, l'ombre s'élance sur le barbare en lui assénant une série de coups violents. Il a continué à frapper brutalement le bandit, qui gisait déjà sur le sol, couvert de sang. Tout le monde, y compris le roi Lido, regardait. Tout se passait si vite. Il n'y avait aucun moyen pour Shadow de se calmer, frappant son corps et sa tête avec des coups encore et encore. Il n'y avait rien d'autre que de la malice dans ses yeux blancs, alors qu'il criait périodiquement qu'il allait mourir. Le roi et le vieil homme se tiennent indignés à l'autre bout de la pièce, se demandant comment il a pu ne pas le tuer. À ce moment-là, un point d'ombre arrêta Li Sungmon qui se tenait derrière lui. Il lui demande de cesser de frapper le barbare, car Sa Majesté le roi lui a ordonné de le faire pour préserver sa vie. En réponse, son bras demande à Mona si elle ne voit pas l'enfer qui se passe autour d'elle. Et cet enfer que le barbare avait créé, il l'avait vu des dizaines de fois, avec les corps ensanglantés des villageois qui traînaient. Il raconte qu'il y a 5 ans, des barbares ont incendié son village et l'ont massacré, tuant ses parents. Son bras se leva et, regardant Sunu dans les yeux, lui demanda s'il voulait vraiment épargner sa vie après tout cela. Il déclara avec colère qu'il allait mettre en pièces les barbares restants. À ce moment-là, la voix enfantine de sa petite sœur l'a appelé, l'exhortant à s'arrêter, et elle a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Il a essayé de résister, mais elle a crié que c'en était assez, qu'il lui faisait peur. Le roi Lido tenta également de calmer l'homme qui était extrêmement angoissé. Soudain, l'ombre s'agenouille devant Sa Majesté et s'accroupit au sol. Il demande au roi de lui donner un pendentif de jade et de le porter à sa guise, arguant qu'ils ont vu ses capacités. Invité à offrir une nouvelle vie à sa sœur, le roi lui fait comprendre qu'il veut devenir son homme pour le bien de sa petite sœur. Son bras a répondu que tout ce qui l'entourait était un véritable enfer, et qu'il voulait donc créer des conditions normales, au moins pour sa sœur. Soudain, le roi Lido refuse sa demande, ce qui le laisse perplexe. Il lui demande pourquoi elle a refusé, peut-être parce qu'elle a ignoré ses ordres, ou lorsqu'il a essayé de la frapper. Sa Majesté a dit que si la cause pour laquelle il deviendrait son homme était sa sœur, il ne pourrait pas y consentir. L'ombre continue de lui demander pourquoi il pense ainsi, et c'est alors que Sungmon l'appelle. Il lui dit de partir et de se réjouir d'être en vie après une telle désobéissance à Sa Majesté. La petite sœur s'est approchée de lui et lui a dit qu'il allait bien, l'incitant à partir. Ils se donnèrent la main et quittèrent le manoir ensanglanté du roi Lido. Sunmon s'approcha du roi et lui demanda pourquoi il ne lui avait rien dit. Sa Majesté Lido regarda pensivement le ciel et répondit qu'il était trop consciencieux. Entre-temps, une nuit mystérieuse et silencieuse est arrivée, avec la lune visible dans le ciel. Un garçon et sa sœur errent dans les rues à la recherche d'une pension. Elle se tourna vers lui et déclara qu'elle ne se laisserait pas faire car il était prêt à se vendre pour son bien-être. Mais seul. Il a répondu qu'il savait ce qu'il faisait. Sa sœur lui a dit qu'elle y réfléchirait s'il l'accompagnait. Il a déclaré que le jour de la mort de ses parents, il avait promis à son père de protéger sa sœur. Alors, exhortant Dawn à ne pas s'inquiéter pour lui, il la regarde tristement. Elle lui répond qu'il la protège depuis assez longtemps
et qu'il suffit qu'il soit à ses côtés. Il sourit et voulut lui rendre l'appareil lorsqu'une flèche vola derrière lui à ce moment-là. En un instant, cela lui a fait mal au visage, car la surprise des premières secondes l'a troublé. Il vit alors la flèche voler plus loin et atteindre l'épaule de sa sœur. Dawn tomba au sol, il se précipita à son secours. Les barbares qui les suivaient les observaient du coin de l'œil. L'un d'entre eux, conscient de sa perte, sortit de la forêt et déclara que le Macan qui l'avait tué les avait conduits à lui. Montrant leurs épées, les barbares s'approchèrent. Son bras les ignora, tenant sa sœur blessée dans ses bras. Les yeux entr'ouverts de Dawn lui indiquèrent qu'il y avait derrière lui un barbare armé d'une épée. Déjà sur le point de le poignarder dans le dos, les larmes de son bras coulent en regardant sa petite sœur. Le bandit a donné un coup d'épée à son bras lorsqu'elle a été soudainement repoussée par Sun Mon, qui était venu à son secours. Lee maîtrisa le barbare avec son épée et tenta d'appeler l'ombre choquée, qui ne savait pas comment aider sa sœur. Saignant dans les bras de son frère, Dawn lui dit qu'elle va bien. Il a répété que tout allait bien, tandis que ses yeux se fermaient lentement. L'un des barbares déclara d'un ton hautain qu'une autre racaille était apparue. Sun Mon dit qu'ils ont fait une erreur en venant ici et que seule la mort les attend. Lee Sun et les barbares s'engagent dans une bataille féroce, croisant le fer. En voyant le nombre de bandits, Mon n'était pas du tout effrayé par eux. Au contraire, il avait un sang-froid à toute épreuve. L'un des barbares est littéralement entré dans une rage folle. Même ses complices n'ont pas tout de suite compris ce qui se passait. Sun continua d'exhorter son bras à reprendre ses esprits, car il y avait une foule de bandits derrière lui. À ce moment-là, l'ombre comprend enfin que sa petite sœur est morte. Les barbares réalisèrent que Sun Mon se tenait devant eux. Ils n'arrivèrent pas à croire que c'était vraiment lui. Ils se sont immédiatement enfuis dans des directions différentes. Lee Sun lui demande ce qu'il fait, ne comprenant pas pourquoi Shadow agit si bizarrement. Il répéta sa question d'une manière plus dure. L'ombre se leva de ses genoux pour ramasser son épée. Et les larmes aux yeux, il a dit qu'il détruirait tous les barbares jusqu'au dernier. Il s'est alors précipité comme l'éclair sur les bandits en fuite. Mon se contenta de rester debout et de le regarder avec pitié. Il comprenait ce que l'ombre ressentait en ce moment. Pendant ce temps, les barbares s'enfuient dans la forêt, répétant que ce n'est pas possible et que Sun est vivant. Il était le deuxième meilleur épéiste de Joseon après Choi Yun-dok, et c'est pourquoi il est apparu dans le nord. Les bandits allaient le dire aux autres. Mais à ce moment-là, l'ombre armée d'une épée glissa dans l'air au-dessus de l'un d'entre eux. D'un seul coup d'épée, il laissa le barbare sans bras. Sa main tomba dans la neige sous ses pieds. L'ombre était furieuse dans sa colère. Ses yeux brûlèrent de vengeance et il dit que cette main tenait un arc. Puis il donna un nouveau coup d'épée sur l'autre bras du bandit. Et en se coupant l'autre main, il a dit qu'il tirait la corde de l'arc avec celle-ci. Puis, d'un coup sec, il le fait tomber sur le sol froid. Et il lui met la pointe de l'épée dans l'œil, à quelques centimètres. L'ombre a marché sur le pied du barbare et l'a maintenu dans cette position pendant plusieurs secondes. Et il a dit qu'il visait son unique sœur. Le sang éclabousse à nouveau la neige, aussi blanche que ses yeux. À ce moment-là, les gardes, avec Sun Mong et le roi à leur tête, parcourèrent la forêt à la recherche de l'ombre fantomatique. Sa Majesté Lido demanda à Lee Sun s'il était bien allé dans cette direction. Mon répondit qu'il l'avait vu courir après son chef. Il ajoute qu'il y a un problème à l'impliquer dans Chatamja. Le roi l'interrompant dit qu'il le voit. La description de Ghost Shadow lui convient parfaitement. Couvert de sang, il marche pieds nus dans la neige. Il s'arrêta blessé devant eux, et une voix enfantine douloureusement familière l'interpella. Soudain ses yeux s'écarquillent, et il ne comprend pas comment cela est possible. Shadow n'en revenait pas de voir sa petite sœur Dawn devant lui, dans le dos du roi. Il se réjouit comme un enfant et, criant son nom, il courut immédiatement vers elle et elle courut à son tour à sa rencontre. Il la serre dans ses bras et lui demande comment elle va, mais Dong l'interrompt et lui dit que le roi Lido l'a sauvée. Son bras remercia abondamment sa majesté, tout en restant incrédule face à ce qui se passait. Après quelques secondes de silence, le roi lui demande s'il est heureux de voir sa sœur en vie. Soudain, le roi Lido sortit son épée du fourreau et Sun Mon l'aida à le faire. Il brandit son épée et poignarde sa sœur dans le dos, qui se met immédiatement à saigner. La jeune fille pleurait inconsolablement de douleur. L'ombre ne savait pas comment réagir. Sa Majesté le roi de Joseon a regardé ce jeune homme désemparé. Ce dernier hurle à son tour à Lido ce qu'il fait en tenant le corps ensanglanté de sa sœur. Le roi lui demanda s'il l'avait bien coupé et lui dit qu'il reviendrait à la vie. Shadow n'a pas réalisé ce qui se passait. Il lui a crié de ne pas oser faire ça. Lido lui a répondu en lui demandant d'entendre raison. Il raconte qu'il y a 5 ans, la nuit où les barbares ont attaqué son village, il était le seul survivant. Il ajoute piteusement qu'en fait, sa sœur est morte ce jour fatidique. Et comme il n'avait plus personne entre les mains, l'ombre surprise était à genoux. Et comme s'il embrassait quelqu'un, il regardait le roi. Lido a rappelé que sa mort remontait à 5 ans jour pour jour. C'était comme si Shadow ne comprenait rien. Son expression était figée et il continuait à penser qu'il était en train de serrer sa sœur dans ses bras. Après avoir repris conscience, il a regardé ses mains ensanglantées.
Puis il a commencé à ramper sur le sol et à appeler sa sœur. Il n'arrêtait pas de la chercher. Le roi déclara qu'il savait tout de lui, et tous les gens en dirent autant. Lido dit qu'il n'arrive pas à se remettre de la perte de sa famille et de sa sœur bien-aimée qui a été tuée par les barbares. C'est un pauvre garçon qui a tout vu de ses propres yeux. Interrompit l'ombre, disant qu'il disait n'importe quoi. Il a ajouté qu'il les avait revus, lui et sa sœur, ensemble le jour de leur arrivée dans le nord. Que ce soit dans un village pillé ou dans un bureau gouvernemental. Ils ont tout vu de leurs propres yeux, dit l'ombre, les larmes aux yeux. Il se tourne vers le général Sunman et lui demande de confirmer ses dires, alors que les barbares s'élancent vers le don. Leeson le regarde avec pitié et lui dit qu'il l'a vu seul toute la journée. L'ombre passa en revue tous les points dans sa tête, essayant de déterminer si ceux qu'il disait étaient vrais ou non. Il se souvient d'avoir demandé au roi d'assurer une vie normale à sa sœur. Il rencontre alors des bandits qui ne comprennent pas ce qui lui arrive. Et le moment où Mon l'a défendu, lui demandant ce qu'il faisait et pourquoi il agissait ainsi. Agenouillé, l'ombre regarde le général Leeson, avec de la pitié et de la sympathie dans les yeux. Il se souvint alors de son père et de ses paroles, selon lesquelles il avait le devoir de protéger sa sœur quoi qu'il arrive. Et le moment où ils ont assisté avec horreur à l'assassinat de ses parents, et où Dawn et elle se sont cachés. Tous ces horribles souvenirs qu'il n'arrivait pas à oublier se sont précipités dans son esprit comme un ouragan. Il sortit de sa cachette et regarda directement l'assassin de ses parents, mémorisant son apparence. L'expression de son visage, la façon dont il tenait l'épée ensanglantée dans ses mains et le type de vêtements qu'il portait. Après quoi il s'enfuit avec sa sœur dans l'inconnu, loin du village brûlé par les barbares. Il a couru et s'est souvenu de chaque détail, de chaque petite chose, et a lentement réalisé sa perte. L'ombre du futur savait déjà à l'époque que le jour du châtiment, qu'il avait répété maintes fois dans son esprit, viendrait. Haletant, sa sœur s'accrochant à lui par derrière, il court vers son grand-père. Il appela le grand-père Kana qui, à son tour, fut intrigué par son apparence et ses yeux effrayés. Il a commencé à comprendre ce qui s'était passé, les a invités à entrer et leur a dit qu'ils étaient en sécurité. À ce moment-là, le grand-père a demandé où se trouvaient ses parents, si c'était seulement eux deux qui avaient fugué. Le jeune homme, qui pleurait, a déclaré qu'ils avaient emmené sa mère et tué son père, tandis que lui et sa sœur se cachèrent sous le sol. Le grand-père Kang s'est approché d'eux et les a serrés fort dans ses bras, en leur disant qu'au moins ils avaient survécu. Le grand-père a fait remarquer que Dawn, à un si jeune âge, ne pouvait pas avoir vu une telle chose. Il constate que la jeune fille a reçu une flèche dans le dos, qu'elle a perdu beaucoup de sang et que ses yeux sont fermés. Ils l'ont déposée délicatement sur le sol et ont constaté qu'elle respirait encore. Le jeune homme était hors de lui. Il ne comprenait pas à quel moment la flèche qui ne pouvait pas être retirée comme l'avait dit le grand-père. Il propose d'aller sur la jetée où il y a un bateau, pour rejoindre l'autre rive où se trouve un village que les barbares ne connaissent pas. Ajoutant qu'il fallait agir vite pour faire examiner la sœur par un médecin, c'est à ce moment-là qu'une flèche a transpercé la tête du grand-père. Le grand-père Kang est mort sur le coup. Le petit garçon a pris peur. Il vit des barbares à cheval et leur chef qui avait tué ses parents plus tôt, un arc à la main. Il jette à nouveau sa petite sœur morte sur son dos et s'enfuit. Il savait qu'il devait atteindre le quai à la vitesse de l'éclair. C'était sa seule chance. Le chef ordonne à ses bandits de les rattraper par tous les moyens. Finalement, le garçon se sépare des barbares et se dirige vers le quai avec sa sœur qui n'a pas encore repris ses esprits. Il se dépêche de porter sa petite sœur, puis il saute lui-même dans le bateau et commence à ramer avec la rame. Soudain, elle s'est réveillée un instant et a voulu dire quelque chose. Il l'a interrompue, essayant de la calmer et lui demandant de tenir un peu plus longtemps. Les barbares qui les ont vus nager vers l'autre rive dans une barque sont vexés de ne pas les avoir vus. Dans leur dos se trouve le meneur, qui leur ordonne de tirer des flèches sur le navire. L'un des bandits l'interroge, et il exige à son tour que l'ordre soit exécuté immédiatement. Le garçon remarqua les flèches enflammées qui passaient à côté de lui et accéléra vers le rivage. L'une des flèches tirées par les barbares a touché la base du navire. Il était perdu, et lorsqu'il a entendu le bruit des flèches, il s'est retourné. Le garçon vit un grand nombre de flèches enflammées voler dans sa direction. Il s'est immédiatement précipité pour couvrir sa petite sœur avec lui-même. Sentant le bateau tanguer violemment, il ne sait pas comment se sortir de cette situation. Soudain, le bateau qui avait pris feu chavire, et il se retrouve dans des eaux glacées. Il a essayé de retrouver sa sœur dans l'eau en criant son nom, mais elle n'a pas répondu. Il a compris qu'il devait agir rapidement, car à tout moment il pouvait être trop tard. Le jeune homme a plongé sous l'eau à la recherche de Dawn, et l'a vu se faire entraîner vers le fond. Ses yeux se remplissent de larmes amères qui se dissolvent dans l'eau. Il la regarde s'enfoncer dans les profondeurs, tandis que le type fait de son mieux pour la suivre à la nage. Les yeux figés dans ce bleu, il refuse de croire qu'il est trop tard. Il essaya de l'atteindre, mais n'y parvint pas et poussa un cri de colère. L'ombre était tellement plongée dans ses souvenirs qu'il cria également dans la réalité, se réveillant comme s'il était endormi. En se serrant la tête, il s'est écrié que ce n'était pas possible, qu'il était fou. Le roi Lido et le général Sunman de Joséon
assistent en silence et avec compréhension à sa folie. Le roi vint le trouver et lui dit qu'il n'avait pas pu sauver ses parents et sa sœur, que c'était lui qui aurait dû le faire, mais qu'il n'avait pu aider ni l'un ni l'autre. Il a donc demandé que lui et ce pays, qui n'a rien pu faire, soient blâmés. Il demande à l'ombre de se débarrasser de son remords, de ne pas avoir sauvé sa famille et de laisser partir sa sœur. Le jeune homme s'agenouille et regarde le roi. Il entend alors à nouveau la voix de sa petite sœur. Il lui a demandé s'il souffrait beaucoup parce qu'il était blessé. Il a pleuré et l'a regardé en disant qu'il avait enfin tout compris. Shade lui prit doucement la tête dans ses mains, caressant ses épais cheveux noirs. Il a déclaré qu'elle n'avait jamais grandi depuis lors, et il a eu beaucoup de mal à s'exprimer. Dawn l'a regardé et s'est mise à pleurer elle aussi, l'appelant son petit frère. Il disparaît peu à peu, comme s'il se dissolvait dans l'espace, jusqu'à ce que sa silhouette et ses grands yeux pleins de larmes mais magnifiques disparaissent irrémédiablement. Sa main froide et tremblante ne caresse plus ses beaux cheveux. Déchiré intérieurement, il tomba à nouveau à genoux, ne sachant pas où mettre la douleur atroce. L'ombre sanglote à l'explosion comme un enfant, sans savoir quoi faire ensuite. Sa Majesté Lido comprenait parfaitement l'état de l'enfant, comme en témoignait avant tout l'expression de son visage. Il lui a caressé la tête et lui a dit que si elle pouvait surmonter son ressentiment et sa haine, il l'aiderait à commencer une nouvelle vie. Lui faire comprendre que s'il apprenait à vivre et à exister avec cette colère, une meilleure voie s'ouvrirait à lui. Le roi s'incline devant lui et lui dit qu'une organisation créée dans le nord pour combattre les Jurchen l'attend, faisant allusion à Chetamj. Il l'invite à se joindre à lui, à canaliser sa colère pour le bien du pays et du peuple, ajoutant que le roi lui a demandé de le faire sans scrupule. Sa Majesté Lido demanda à Shadow s'il pouvait trouver ce barbare. L'ombre répondit sans l'ombre d'un doute qu'il se souvenait de l'apparence de l'homme, comme s'il se tenait devant lui en ce moment. Il a ajouté que c'était cet homme qui avait brûlé son village et tué ses proches, après quoi il se souvenait bien de lui. C'était comme si l'ombre l'avait imaginé devant lui, ses yeux blancs et bridés, surtout ses cheveux caractéristiques, noués comme en fines tresses. Le roi Lido a regardé ce jeune garçon et a voulu croire qu'il pouvait faire face à n'importe quoi. Puis sa majesté sortit un pendentif de jade et le tendit à l'ombre. Il lui dit qu'il doit venir après l'hiver, au moment du recrutement de l'armée, et qu'avec ce pendentif, il pourra contacter le roi. Lido a également ajouté qu'il deviendrait par la suite membre à part entière de Chetamj. La jeune fille apporte à Tenny la soupe traditionnelle coréenne Baeksuk et la viande qu'elle a commandée. Déjà impressionné par son apparence, il se met à manger. L'odeur du bol était délicieuse, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de viande. En arrachant joyeusement un morceau, elle voulait le donner à sa petite sœur Dawn. Son bras écarta le jarret charnu et réalisa soudain ce qui se passait. Il a pris un air triste pendant quelques secondes et a regardé le sol d'un air pensif. Soudain, quelqu'un lui arrache la viande des mains et lui dit qu'il aimerait bien en manger. Cette personne s'est avérée être le général Sunmon, qui s'est assis à sa table et lui a demandé comment il allait. Le gars était vraiment surpris par son apparence. Lee Sun a demandé à l'hôtesse de lui apporter une tasse de takju. Il remarque qu'il n'y a rien d'alcoolisé sur une telle table et lui demande comment elle a pu vivre ainsi sans connaître le plaisir. À ce moment-là, Sunmon resta silencieux pendant quelques secondes et regarda l'ombre. Je lui ai alors demandé poliment s'il voyait toujours sa sœur. Le jeune homme lui répond qu'il ne l'a pas revue et qu'il ne la voit pas, ce qui rassure Lee. Sungmon ne le croit pas vraiment, alors qu'en parallèle, il se verse un bol de takju. Il l'a ensuite invité à boire un verre avec lui et a finalement laissé partir sa sœur, lui disant qu'il était temps pour elle de passer à l'âge adulte, ce que son bras a catégoriquement refusé. Il demande à Suna pourquoi il s'inquiète tant pour lui, puisque lui et le général Shui sont les meilleurs épéistes de Joseon, et qu'il n'est qu'un homme ordinaire. Il m'a répondu qu'il aimait les gens intéressants, et que le roi m'avait ordonné d'en savoir plus sur lui. Sun disait que l'ombre avait eu très tôt le talent de tuer des gens, et qu'elle avait accumulé d'innombrables records dans son histoire. Fantôme de l'ombre, Gui du personnage du fantôme, et Yon du personnage de l'ombre pas si impressionnant, demanda le général en souriant. Seulement paraphrasé, peut-être Jui du précieux hiéroglyphe. Guion aka Shadow a répondu que Guai vient du caractère pour valuable, valeur, et Yon du caractère pour welcome, bienvenue, ajoutant que c'est son nom. Le général Lee réfléchit un instant, regardant Guion dans les yeux. Puis il s'excusa, car il n'avait pas l'habitude de réfléchir aussi profondément, et versa encore du takyu dans ses bols et dans ceux de l'ombre. Sun a dit qu'il ne devait pas oublier le passé, parce qu'à l'avenir, il devrait prendre sa revanche sur le passé pour ouvrir une nouvelle voie. Ensuite, Mon a offert un verre à Guion pour lui souhaiter la bienvenue dans sa nouvelle vie. Ce type ne buvait jamais d'alcool, et c'est pourquoi il a regardé longuement le bol de takju. Il décide alors de prendre un verre, ce qu'il dit au général Sunmon. Guion renversa le bol d'un seul coup, buvant tout, mais Sun ne but pas. Il a regardé le jeune homme et s'est dit que cela n'aurait pas pu mieux se passer. On a été surpris qu'il s'éteigne avec une seule tasse. Il essaya de l'appeler, mais l'ombre ne répondit pas.
et Sun comprit alors qu'il n'était pas encore prêt à entrer dans l'âge adulte. Il pensait que cela prendrait du temps, mais tout s'est passé trop vite. Sun examinait son sac de voyage. Il examine ensuite le contenu des poches de ses vêtements et après quelques secondes, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait pas cherché aussi longtemps qu'il l'avait pensé. Seungman prend le pendentif de jade dans ses mains et l'emporte. Satisfait de lui-même, il s'en alla, rappelant à Guyon, désormais endormi, qu'il aimait les gens intéressants. Lee Sun se retourne et sourit. Quand les choses sont trop simples, elles ne sont pas très intéressantes. On demanda à sa maîtresse de ne pas réveiller le jeune homme et de le laisser bien dormir, puis il disparut dans une direction inconnue. Entre-temps, la nuit était déjà tombée et le croissant de lune flottait dans le ciel mystérieux. L'ombre se réveilla brusquement, allongé sur le sol, et essaya pendant un moment de comprendre ce qui s'était passé. Son esprit était rempli de questions sur l'heure à laquelle il avait fait nuit et sur la durée de son sommeil. Reprenant enfin ses esprits, il se rappelle qu'il est accompagné du général Lee Sun, qui vient de le laisser seul. Il commence à se souvenir de ceux dont ils ont parlé et des mots qu'ils ont prononcés pour se séparer du passé et de l'avenir. Cela encourage le jeune Guyon, qui décide d'agir immédiatement. Il regarda autour de lui et, en voyant les combattants et en se rappelant les paroles du roi et le fait qu'il recrutait une armée, Guyon pensa qu'il s'agissait de Chetamja. Son bras revit dans son esprit le dialogue avec le roi Lido et ce qu'il avait dit exactement. Il parle mentalement à Dawn de rejoindre Chetamja pour de bon et de la venger. Il fouilla dans ses poches et découvrit soudain que le pendentif de jade avait disparu. Guyon commence nerveusement à disperser toutes ses affaires à la recherche du pendentif. Les gens ne comprennent pas ce qui lui arrive. N'ayant toujours pas trouvé le pendentif de jade, je ne savais pas quoi faire ensuite. Comme la plupart des gens, Guyon s'est rendu dans les montagnes pour s'engager dans l'armée, ont expliqué certains. Il est étrange que la sélection ait lieu dans les montagnes et qu'il y ait eu autant de participants volontaires. Ce qui réduit les chances de chacun. Ils ont souligné en souriant que même un enfant se présentait et qu'une personne était au moins en dessous de leur niveau. Se tenant à proximité, Guyon pensait au pendentif perdu, essayant de se souvenir de tous les détails pour savoir où il était passé. À ce moment-là, c'était à son tour de poser sa candidature. Il a donné son nom et le village d'où il venait. L'homme qui s'occupe des demandes le regarde attentivement. Son bras a affirmé qu'il avait perdu la suspension. L'homme a affirmé qu'il n'était pas obligé de passer l'examen avec cette suspension, mais il n'a pas pu trouver qui avait pu la donner au garçon. Guyon a déclaré que ce pendentif de jade lui avait été offert personnellement par le roi de Joseon. Tout le monde fut extrêmement surpris qu'un enfant reçoive un pendentif du roi. Il pensait qu'il mentait. Il a immédiatement ordonné aux gardes de faire sortir le jeune homme de l'enceinte. Pendant ce temps, l'inspecteur du recrutement de l'armée d'hiver se présente à ceux qui veulent être sélectionnés comme Kim Jang. Il a précisé que toutes les personnes sélectionnées recevraient des avantages et une rémunération, mais que les missions seraient également dangereuses, et il a invité chacun à en comprendre la gravité, et qu'il n'allait pas s'en sortir grâce à la chance et à quelques compétences, et il a demandé si tout le monde savait de quoi il parlait. Il a également ajouté que toute personne racontant des bêtises sur le pendentif de jade, prétendument disparu, ne pourra pas réussir cette tâche. Kim Jang a ensuite réuni tout le monde pour préparer le premier test qui, selon lui, était assez simple. Ceux qui ramèneront une flèche avec une plume rouge du sommet de cette montagne passeront la première épreuve, indiqua-t-il en désignant la montagne la plus proche, en ajoutant qu'il n'y a que 10 flèches au sommet, et 30 personnes prêtes à tenter leur chance. Ils ont tous couru vers la montagne comme des fous, se poussant les uns les autres. En se retournant, Kim Jang regarde avec surprise le Guyon qui se trouve devant lui. Après quelques secondes de silence, il lui demanda ce qu'il faisait. L'ombre ne sut que répondre. Jang, perplexe, a alors crié au jeune homme de se dépêcher. Kim l'a suivi des yeux et s'est dit qu'ils ne s'amusèrent jamais avec les orphelins, mais le garçon était trop jeune. Pendant ce temps, Guyon n'arrivait pas à chasser de son esprit la pensée obsédante du pendentif disparu. J'étais très conscient que je devais dépasser la plupart des concurrents pour être dans les 10 premiers. À un moment donné, il s'est arrêté et ne s'est pas rendu compte de ce qui était arrivé aux autres. Les participants au procès gisent meurtris. Il regarde attentivement autour de lui. Soudain, il a senti quelqu'un derrière lui. L'un des participants s'est approché avec un bâton et l'a brandi. Guyon esquiva le coup à la vitesse de l'éclair, mais il ne s'attendait pas à une telle réaction de la part du jeune homme. D'autres hommes sortent de derrière les arbres, gourdins à la main, et tentent d'encercler l'ombre. L'un d'entre eux, se sentant manifestement responsable, a déclaré qu'il n'y avait que 10 flèches, mais que cela ne signifiait pas que toutes les 10 allaient réussir le test. Il voulait vaincre tous ceux qui n'avaient pas atteint le sommet, et ceux qui étaient descendus de la montagne, pour leur arracher leurs flèches. En souriant et en tapotant sa canne sur son bras, il demande si le jeune homme a compris ce qu'il voulait dire. Il s'est précipité vers l'ombre en disant que seuls eux 4 passeraient le test. Guyon esquiva de nouveau et lui arracha le bâton des mains. Il l'a balancé dans sa direction, mais ne s'est pas rendu compte de la rapidité avec laquelle tout s'est passé. L'ombre lui assène un coup de tête qui lui fait briser un bâton de bois.
Le voyou, déconcerté, se rendit compte que ce type était vraiment fort, et les autres furent tout aussi surpris par ses compétences. L'ombre les nargue en leur disant qu'ils ont un plan presque ingénieux. Après avoir repris ses esprits, le méchant tente de comprendre ce qui s'est passé. Ce co-conspirateur avait décidé de ne pas défendre leur prétendu patron. L'ombre avait balayé cette branche pourrie et inefficace. Guyon a déclaré qu'ils avaient eu le temps d'élaborer un plan, mais qu'ils n'avaient pas pu trouver d'armes décentes. Il demande instamment à ses hommes de s'occuper immédiatement du jeune homme insolent. Après avoir tourbillonné vers l'ombre, un homme au chapeau était visible sur la crête de la montagne. Il s'est avéré que Lee Sun-mon était également présent et qu'il a appelé l'homme au chapeau, le général Choi Yun-dok. Choi demande à Mon de ne pas rester à ses côtés, mais d'aller en bas pour comprendre ce qui se passe. Sun reporte son attention sur le pandémonium des gens. Yun-dok dit qu'ils peuvent accomplir leur service militaire en un instant. Sung balaye en disant que le roi a posé des conditions sans précédent. Le général Choi a répondu que cette fois, il avait pris la création de Chetamja trop au sérieux. À ce moment-là, Sun essayait de discerner Guiyong dans la foule. Il scrutait chaque personne. Yun se rend compte que Lee cherche ce type et dit que ceux qui ont été suspendus n'ont pas réussi le test. Sun répond que les circonstances ont changé. Le docteur s'inquiète du fait que le garçon a été suspendu, car Chetamja est l'unité d'élite qui opère dans le Nord. Choi comprend que les circonstances de cet homme sont malheureuses, mais le pendentif de Jade est un grand privilège pour lui. Sun se rendit compte que ce garçon avait du talent, il tuait des barbares depuis l'âge de 12 ans et survivait encore. La chose la plus importante et la plus efficace pour un vrai guerrier est l'expérience de la participation à des batailles réelles. Sung-mon a regardé le général Yun-dok d'un air énigmatique et a dit que son talent inné pouvait aussi s'ajouter à tout cela. L'ombre qui n'a pas changé continue de dominer les participants décidément sournois de ce défi. L'un d'eux fut blessé à l'œil par les doigts de Guyon, qui ne s'attendait manifestement pas à une telle rebuffade de la part du jeune homme. À ce moment-là, l'autre s'est mis derrière le dos du gars et s'apprêtait à le frapper à son tour. Cependant, réfléchissant instantanément, il esquiva de façon à ce que le coup touche le voyou qui venait d'être aveuglé par son bras. Après quoi, Guiyong rebondit sur le côté, des fragments de bâtons de bois volant de sa tête vers le côté. Ce dernier, à son tour, a tenté de le blesser à nouveau, ce qui, traditionnellement, s'est avéré extrêmement infructueux. Guiyong lui donna un coup de pied si fort qu'il en eut les larmes aux yeux. Après quoi, un troisième homme s'est mis au travail, le type s'est retourné avant qu'il ne puisse esquiver. Il s'est frappé la tête avec une branche sèche qu'il a brisée en éclats. L'ombre lui avait dit que les branches pourries ne produisaient qu'un bruit fort, mais sans effet. Guyon était encore un peu essoufflé par le coup qu'il avait reçu au côté, mais les dégâts n'étaient pas vraiment importants. À ce stade, son patron a déclaré que ces branches n'étaient pas vraiment efficaces, mais qu'elles faisaient tout de même mal. Après s'être remis de ce coup peu sérieux, Guiyong se débarrassa facilement du troisième attaquant. Il l'a littéralement jeté à terre, sur le côté, sous le regard choqué du meneur de jeu. Puis, son bras, reconnaissant que les branches pourries lui faisaient mal, mais pas de manière significative, lança un regard haineux à son chef. Guiyong s'est immédiatement tourné vers lui, qui à son tour n'a rien trouvé de mieux que de s'avouer vaincu. Il a dit qu'il le retirait et a proposé de diviser la victoire en deux. Son bras a répondu que, dans cette logique, il pouvait se débrouiller seul. Le voyou a dit qu'il ne pouvait pas tous les prendre à lui tout seul. Alors qu'il commençait à poser devant lui et à montrer ses muscles, il n'a cessé d'insister pour qu'il fasse une équipe avec lui. Alors que Guiyong réfléchit, l'homme dit qu'il est assez jeune, qu'il n'a que 18 ans. Il a dit qu'il était fort mais qu'il manquait d'esprit, puis il lui a demandé son nom. Et le gaz a dit qu'il s'appelait Guiyong. Il a réfléchi un instant, se disant qu'il avait déjà entendu ce nom, puis s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un très bon nom. L'appelant par son nom, il propose à son bras d'être son nouveau partenaire. Au bout d'un moment, Dumok a grimpé à un arbre et a essayé de voir les autres participants de là-haut, mais il n'y avait personne. Se demande l'ombre, car le premier à avoir atteint le sommet de la montagne devrait déjà être revenu. Il a demandé au nouveau partenaire de Dumok ce qu'il devait faire ensuite, et Dumok a répondu qu'il s'était probablement passé quelque chose sur la montagne. Guiyong est d'accord avec lui, car il a lui-même pressenti une sorte de piège. Dumok a suggéré que nous nous dépêchions d'arriver avant le coucher du soleil. En descendant de l'arbre, il s'aperçut que l'ombre avait instantanément tenu compte de son conseil et qu'elle courait vers l'avant. Le regardant fixement et en colère contre lui parce que son plan avait échoué, Guiyong l'appela. Dumok lui a demandé s'il avait besoin de l'accompagner. Le type a répondu par l'affirmative, laissant entendre qu'ils étaient ensemble. Ajoutant qu'en tant que camarades, ils devaient se serrer les coudes, Dumok suivit à contre-cœur. Je n'arrivais pas à comprendre comment, à un si jeune âge, il pouvait être aussi fort. Et il se disait qu'il avait de la chance que Guiyong soit un adolescent naïf et stupide. L'œil au beurre noir, Dumok a continué à réfléchir à la manière dont il pourrait profiter du jeune homme de façon à ce qu'il réussisse le test. Alors que le soleil descend lentement sous l'horizon, il grimpe vers le sommet de la montagne.
Un poteau d'arbre avec 10 flèches avec des plumes rouges les attendait. Guiyong s'est monté en premier, ce qui a été signalé avec enthousiasme à Dumokyu, qui a demandé une petite pause. Au sommet de la montagne, Kim Jong les attendait déjà, les informant de leur retard. J'étais assis sous un arbre d'où sortèrent les flèches, parmi les participants inconscients au test. Dumok ne comprenait pas pourquoi il y avait un inspecteur et tant de gens au sommet de la montagne. Guiyong a poussé un cri d'excitation en voyant le pendentif de jade à la ceinture de l'inspecteur Kim Jang. Celui-ci, à son tour, lui a demandé s'il savait ce que c'était avant qu'il ne s'émerveille. L'ombre a déclaré qu'il avait exactement la même chose jusqu'à ce qu'il la perde, ce qui explique les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui. Kim s'est assise et a dit qu'elle avait été informée que quelqu'un montrait un pendentif en jade et qu'elle avait réalisé qu'il s'agissait de ce jeune homme. Ne comprenant pas d'où il pouvait tenir ce pendentif, Zhang lui a demandé s'il savait ce qu'il signifiait. Sans attendre de réponse, il déclara que ce pendentif était la preuve que le roi Lido l'avait reconnu comme une épée royale. En laissant entendre qu'il n'avait même pas le droit de la mentionner, Dumok a laissé entendre que ses paroles étaient cruelles, tandis que Guiyeon ne savait pas comment réagir. Mok s'est avancé et a dit qu'il ressemblait à quelqu'un issu d'une famille aristocratique, mais le test ne tient pas compte de l'origine. Tu as poursuivi en disant que ses pointes étaient inutiles, après quoi il a demandé s'il ne suffisait pas d'être fort. À ce moment-là, l'inspecteur Kim Jang a jeté 2 bâtons de bois sur le sol et a invité les gens à les ramasser avec leurs mains. Il fallait alors s'attaquer en même temps à l'inspecteur, et ce n'est qu'en le faisant avouer que l'on pouvait prendre les flèches. Dumok demande à Guion de le laisser faire tout seul, car il n'aura peut-être plus jamais l'occasion de le faire. Naïvement, il pensait que c'était l'occasion de donner une leçon à l'aristocrate sans problème. Mok s'élance vers l'inspecteur et tente de lui donner un coup de poing, que Kim esquive facilement. Il ne perd pas espoir et frappe à nouveau avec le bâton, mais Jang est prêt à tout. L'inspecteur part le coup avec son épée en bois, Mok quant à lui tente de le transpercer. Tu demandas à Kim ce qu'il pensait des talents d'épéiste de l'ignorant, et s'il était d'accord pour dire qu'il était plutôt bon contre lui. Mok a continué à essayer d'exercer une pression mentale sur lui, en disant qu'il n'avait probablement même pas de muscles, et a menacé de le mettre à genoux. L'inspecteur agit méthodiquement, respirant régulièrement, esquivant et retenant ses coups avec sang-froid. Une fois de plus, le naïf et enragé Mok a raté le coche. L'inspecteur derrière lui a dit qu'il se déroulait exactement comme il le pensait. Puis il l'a poignardé avec son épée de bois, lui faisant comprendre qui était vraiment le guerrier ici. Dumok tente de donner un coup de poing à Jang qui se retourne, mais Kim, qui esquive à nouveau, le contre-attaque à la jambe. Mis à genoux, Mok gémit de douleur. Il empeste et tente à nouveau de blesser l'inspecteur, mais toutes ses tentatives sont vaines. Kim Jang a déclaré que s'il était d'origine modeste, il devait au moins avoir une personnalité normale. Si les qualités personnelles sont également faibles, il faut se comporter avec modestie. En parallèle, Kim battait Dumok. L'inspecteur poursuit son discours moralisateur en lui disant que s'il n'a pas de talent, il devrait être plus circonspect. Soudain, Guiyong n'en peut plus et attrape Moka par ses vêtements et le tire en arrière. Il demande à Kim Jang d'arrêter, puis lui demande s'il est trop dur. L'ombre regarde l'inspecteur et, après quelques secondes, lui pose une autre question. Veut-il vraiment tuer Mok? Dès que Guion a pensé qu'il y avait des gens aussi cruels parmi les Joseon, il a détourné son regard de Kim. L'inspecteur Zhang, impatient, l'a instantanément saisi et l'a frappé. Guion, qui ne s'y attendait pas, tombe à terre. Il a dit ce qu'il avait déjà dit à maintes reprises. Il faut être plus circonspect si l'on n'a pas de talent. Puis il regarda avec surprise sa main, qui ne tenait plus d'épée en bois. En souriant, l'ombre lui demanda si c'était ce qu'il cherchait. Montrant l'épée dans ses mains, l'inspecteur essaya de comprendre quand il aurait pu avoir le temps. À ce moment-là, Dumok, battu, a essayé de se relever et a dit à Kim que ce type avait du talent, quelle que soit sa façon d'agir. Il a regardé l'inspecteur avec confiance dans les yeux, laissant entendre que c'était vrai. À ce moment-là, Guiyong se leva rapidement et parvint à frapper l'inspecteur à la vitesse de l'éclair. Kim Jang ne s'attendait pas à un tel acte de foi de la part du jeune homme et ne pouvait que regarder ce qui se passait. L'inspecteur repasse dans son esprit le moment de la bagarre avec le jeune Guion, et il se rendit compte qu'il avait probablement réussi à lui arracher l'épée de bois au moment où elle tombait. Il essaya d'étudier en profondeur son comportement au combat, bien qu'il fût toujours le même garçon. Il semblait si naïf et prévisible, même si ses compétences en combat disaient le contraire. L'ombre était en effet très agile et rapide, ce à quoi l'inspecteur Zhang ne s'attendait manifestement pas. Guiyong, fatigué, lui a demandé s'il était blessé et a raillé Kim en lui disant qu'il maniait le bâton comme s'il frappait un enfant. Il poursuit ses sarcasmes, sans poser aucune question. Et Mok l'incite alors à ne pas parler, mais à agir. L'inspecteur, qui se trouvait déjà à proximité, a immédiatement frappé avec un couteau en bois. Au cours de la bataille, l'ombre ne manque pas l'occasion de narguer à nouveau l'inspecteur en lui disant qu'il l'a effrayé. La surprise de Zhang ne connut aucune limite, car il avait frappé aussi vite qu'il le pouvait, et le type avait encore le temps d'esquiver.
Il continue de réfléchir à ses compétences et remarque que Guion est également très attentif. Il se déplaçait en conséquence, en calculant correctement son esquive ou son attaque. Ils ont fait s'entrechoquer leurs épées de bois et se sont regardés dans les yeux. Mais l'inspecteur a également remarqué des erreurs dans ses actions. Il a choisi des trajectoires frivoles qui n'étaient pas fondées sur des faits. Esquivant soudain un autre coup, Guiyong lui assène un coup de pied à la jambe. Après qu'il se soit à nouveau lancé dans la bataille comme un lion, Zhang s'est rendu compte qu'il était un homme intelligent. Il a utilisé sa jambe à temps, a gardé la distance nécessaire et a généralement agi de manière équilibrée et calibrée dans le combat. Kim dit qu'il le reconnaît et qu'il a de très bonnes compétences. Guiyong est vraiment surpris par la décision soudaine de l'inspecteur. Il s'est également rendu compte qu'il avait vraiment un talent inné, des réactions rapides et d'excellentes aptitudes physiques. Il ajoute qu'après un coup indirect, il l'a visé avec précision et a frappé, mais qu'il ne l'a pas tout à fait et qu'il l'a montré clairement. Ils continuèrent le combat sans ralentir leur rythme, son bras était toujours aussi fort et donnait le meilleur de lui-même. Une fois de plus, Kim Jong montre ses talents de combattant. Ils se sont alors arrêtés, et l'inspecteur l'a regardé dans les yeux et lui a dit qu'il était comme une bête sauvage, mais qu'il y avait une chose. Au bout d'un moment, elles ont repris le combat, Kim lui répétant sans cesse qu'elle avait du talent. Mais il n'a pas pu améliorer ses compétences en raison de ses origines modestes, ce qui n'a manifestement pas plu à Guion. L'ombre prit cela littéralement comme un défi et interrompit son discours en secouant la saleté de ses vêtements en direction de l'inspecteur. Il baisse les yeux à son tour, ce qui met Zhang tout aussi en colère. Il décida tout de même de terminer en disant que la différence entre eux était que Guion était un lâche prenant un autre coup. L'homme s'est défendu contre son attaque et lui a dit qu'il parlait trop et que pendant le combat, il devait se concentrer le plus possible sur le combat. Sinon, vous serez mort en quelques secondes, voire plus tôt. L'inspecteur jeta l'épée en bois et déclara qu'elle était trop audacieuse pour quelqu'un qui commet des tours qui ne peuvent pas être appelés ainsi. Kim a ajouté qu'il se trompait à son sujet, car il a exposé sa véritable épée en parallèle, voulait lui donner la flèche mais a changé d'avis. Parce que Guiyong avait méprisé le pendentif de jade offert par Sa Majesté le roi Lido de Joseon. Zhang a dit qu'il paierait pour avoir profané le processus de sélection de l'épée royale, et par un subterfuge, il a voulu couper la main de son bras. Dumok exhorte Guion à reculer parce que l'inspecteur est fou et sort aussi une vraie épée. Le gars est d'accord avec Zhang. Il prétendait qu'il ne s'agissait pas d'un combat d'épée en bois pour enfants, mais puisqu'il avait exposé une vraie lame, il était prêt à perdre un bras également. Kim est très énervée. Elle dit qu'il est à nouveau arrogant et qu'il le sera encore dans quelques instants. Guion lui a souri et l'a encouragé à agir plutôt qu'à parler. À ce moment-là, le soleil se couche lentement. Un vent léger et insouciant souffle dans la forêt. En quelques secondes, les deux épées sont au sol, car quelqu'un est intervenu dans leur malentendu. Ils étaient désarmés et se jetèrent des regards furieux, tandis que le plus âgé levait son épée au-dessus de sa tête. Il a dit qu'il se demandait pourquoi personne n'était descendu de la montagne. Il s'est avéré que Zhang avait arrêté tout le monde, a-t-il accusé l'inspecteur Kim. Il a ajouté qu'il avait demandé à l'inspecteur de tester ses compétences, qu'il avait amené tout le monde dans cet état et qu'il avait même mis son épée à nu. Kim a répondu qu'il faisait son travail, le directeur a dit qu'il n'avait pas besoin de frapper tout le monde, mais seulement de prouver ses compétences. À ce moment-là, se souvient Guion. Le vieil homme a regardé le jeune homme et lui a dit que les règles étaient les mêmes pour tout le monde. Il a demandé à Kim Jong d'apporter la flèche, ajoutant que le seul à avoir réussi le test dans le troisième groupe était ce jeune homme, tout en conseillant à l'inspecteur de reconnaître ceux qu'il devait reconnaître, car il s'était personnellement battu contre lui. Zhang se dirigea vers l'arbre. Il ramassa son épée sur le sol et marcha tranquillement vers un arbre d'où sortirent des flèches. Zhang se mit en colère contre ce compagnon, à son avis impertinent, et tailla rageusement les flèches avec son épée. Il tombe à terre puis annonce fièrement que c'est lui qui a été élu inspecteur. Kim Jong s'est tourné vers les autres et a déclaré avec assurance qu'il n'y avait pas d'examinateur dans le troisième groupe. Le vieil homme demanda avec colère à Zhang s'il était sérieux à propos de tout cela maintenant. À ce moment-là, Dumok est entré dans leur altercation, montrant une flèche avec une plume rouge. Guiyong remarqua que, pendant qu'ils étaient absorbés par le combat avec l'inspecteur, Mok avait secrètement tiré une flèche de l'arbre. Du lui demanda s'il avait réussi l'épreuve en présentant cette flèche, après quoi son bras se couvrit de colère, réalisant qu'il l'avait trompé. Le commissaire a déclaré que tout était correct et a déclaré Dumok seul vainqueur du troisième groupe. Soudain, Du, une flèche à la main, s'approcha de Guion et lui dit qu'elle lui revenait de droit. Mok sourit en réponse et dit qu'ils étaient partenaires et qu'ils réussiraient tous les deux tous les tests, même les plus difficiles. Son bras a même laissé couler une larme, tellement ému qu'il ne savait pas quoi dire ni comment le remercier. Le vieil homme a paraphrasé en disant que le troisième groupe avait encore 2 candidats retenus, le premier test. Guion est submergé par l'émotion, qu'il exprime en serrant Dumok dans ses bras. L'homme plus âgé avait dit à Kim qu'elle devait bien se comporter, et que le premier test était juste pour tester son endurance.
Zhang a répondu que l'objectif du test était d'identifier les soldats exceptionnels, ajoutant qu'il s'agissait toujours d'une sélection sérieuse pour Chetamja. Kim a également déclaré que ces ignorants ne feraient de toute façon pas partie de la sélection finale, en citant Guiyon et Du Mok. L'homme plus âgé qui partait a répondu qu'il avait failli perdre son bras à cause d'un de ces ignorants, faisant allusion au jeune Shadow. L'inspecteur voulut discuter avec lui, mais lorsqu'il regarda sa main, il vit que Guiyon avait réussi à la blesser. À ce moment-là, l'inspecteur en chef se tourne vers Zhang et lui demande qui il pense protéger en intervenant dans leur duel. Le lendemain, tout le monde s'est rassemblé dans l'attente des épreuves à venir, en vue de la sélection pour le Royal Chetamja. Guiyon pensait que ce n'était qu'un test. Du Mok a balayé l'idée qu'il n'avait pas eu de chance avec l'inspecteur, et à part eux, il y avait beaucoup de candidats d'autres groupes qui avaient réussi. Les candidats qui attendent la prochaine épreuve parlent fort entre eux, mais leurs conversations sont interrompues par un appel au silence. Il s'agit de Lee Sun-mon en compagnie de plusieurs inspecteurs, qui commencent tous à le pointer du doigt en disant qu'il est le deuxième épéiste de Joseon. Le général Lee Sun s'est dirigé vers le centre de la foule et a crié, demandant à tout le monde d'être très attentif à ce qu'il avait à dire. Il annonçait bruyamment à la population qu'il s'appelait le général Lee Sun-mon, un arc à la main. Elles recommencèrent à bavarder sur les raisons pour lesquelles l'un des meilleurs épéistes avait été sélectionné pour l'armée royale. Il désigne une souche relativement éloignée d'eux, sur laquelle repose un prunier. Dans l'instant qui suivit, mon visa avec son arc et tira, atteignant exactement la cible. Certains participants ont commencé à l'applaudir avec stupéfaction, disant qu'il était encore capable de frapper à une telle distance. Guiyong, qui se trouvait dans la foule, fut lui aussi très surpris par un tel tir, car on disait de lui qu'il était le meilleur tireur d'élite de Joseon. Un Sungmon souriant se tourna vers eux et leur dit qu'il disait la vérité à son sujet, insinuant que son adresse au tir était élevée. Il a ensuite pris le melon dans sa main et a dit que le deuxième test était plus facile que le premier, et qu'il suffisait de le tenir avec les mains au-dessus de la tête. Il faut rester immobile, le test sera réussi après qu'il l'ait touché avec une flèche à la plume rouge. Gardez à l'esprit qu'un melon est beaucoup plus gros qu'une prune, et qu'il est donc plus facile d'y pénétrer. Il se tourne vers les candidats qui attendent, et en les regardant demande qui veut commencer. L'un d'eux s'avance brusquement, déclarant qu'il veut être le premier à tenter sa chance. Sun-mon accepta, disant qu'il y avait un homme courageux qui croyait en lui, et l'adjudant remit la flèche au général. Au moment de ramasser le melon, le participant a pensé qu'il valait mieux être le premier, car la concentration de Sungmon était à son maximum à ce moment-là. Il recula de la distance nécessaire, et les mains tremblantes, étendit le melon au-dessus de sa tête. Soudain, le participant a été saisi d'une peur terrible, réalisant que si le général échouait encore, les conséquences pourraient être irréversibles. De plus, Sun-mon a décidé de rendre le défi plus difficile en buvant une boisson alcoolisée. Du Mok demande à Guiyon s'il pense que le général Lee Sun buvait de l'alcool à ce moment-là. Le candidat qui tient le melon au-dessus de sa tête est littéralement couvert de sueur et commence à trembler de plus en plus sous l'effet de la nervosité. En souriant, Sungmon dit que si la flèche continuait à voler dans son corps, il ne réussirait le test que s'il pouvait y résister et se tenir debout. Dans l'ivresse, le général tend la corde de l'arc. Puis il s'élance encore vers l'homme qui tient le melon tremblant dans ses mains. Avec une telle confiance en soi, le participant au test ne semblait plus aussi courageux sur le moment. Il tremblait littéralement. Il lâcha le melon et, par réflexe, tendit la main pour l'attraper, le faisant tomber au sol avec lui. Le général Sun-mon a déclaré qu'il avait violé les conditions du deuxième test. À ce moment-là, à genoux, le coupable de l'échec du test reprend son souffle. Il a tenté d'expliquer à Sun et aux inspecteurs qu'il s'agissait d'un accident, demandant une seconde chance. L'inspecteur, à son tour, a déclaré que Manduk s'était finalement retiré du procès et donc de la sélection pour Chetamje. Pendant ce temps, le concurrent suivant se prépare, mais toujours avec la même terreur dans les yeux et couvert de sueur. Par la suite, il n'a pas pu résister à la pression et s'est esquivé lorsque le général Kim a tiré. L'autre s'est enfui, terrorisé. Sun et les inspecteurs ont été très agacés par ce comportement des participants. Le suivant a eu une peur bleue et s'est mis à supplier pour que cela s'arrête, comme l'ont fait plusieurs autres participants. Le 16e membre, Bukshe, s'est également retiré. Kim est le surintendant observant la scène depuis la ligne de touche. Seigneur a dit que personne ne passerait à ce rythme, et ceux n'étaient comme d'habitude dans son répertoire. À ce moment-là, le général Mon a bu davantage d'alcool et a déclaré qu'ils étaient tous lâches et effrayés, ajoutant que cela signifiait qu'ils ne croyaient pas en lui. Il n'a cessé de crier et d'appeler les suivants, notant que jusqu'à présent aucun d'entre eux n'avait réussi le test. Au milieu de l'humiliation verbale du général, Du Mok émerge soudain de la foule des gens anxieux. Guiyon se précipita pour l'arrêter, mais celui-ci, brandissant une flèche avec beaucoup d'assurance, dit qu'il connaissait un moyen. Sun-mon, enivré, lui dit qu'il approuve son audace et le précipite à son poste.
Toujours aussi confiant, Mok s'est dirigé vers le bon endroit et a pensé qu'il surmonterait sûrement ce défi. Il pensait que la peur provenait de la réception d'informations visuelles et Due s'est rendu compte que le tireur était Sun lui-même. Par conséquent, si le but est entre les mains du meilleur gardien de Joseon, il ne l'aura pas. Dumok a pris une pose de culturiste, montrant ses muscles à tout le monde, et a soulevé un melon au-dessus de sa tête d'une seule main. L'ombre a fait remarquer qu'il s'agissait d'une manœuvre intelligente de sa part, et que c'était l'occasion de montrer ses muscles en public. Le général Sunmon sourit de satisfaction et dit qu'il était un type plutôt étrange, bien qu'il ne s'en soucie pas vraiment. Cependant, Dumok s'est vite rendu compte qu'il avait un problème. En fait, si vous ne regardez pas la fusillade du général Mona, c'est encore plus effrayant. À un moment donné, il s'est retourné pour dire qu'il allait changer un peu sa pose, car à ce moment-là, une flèche a atteint une cible en forme de melon. Il avait vraiment peur. Guyon le regardait avec des yeux écarquillés. Tous les participants ont commencé à discuter de la manière dont il a procédé, et de façon si incompréhensible. Dumok s'est reculé contre le mur et s'est dépêché de reprendre son souffle, tandis que les inspecteurs le félicitaient pour sa réussite au test. Sungmon a commencé à appeler la foule à l'action à nouveau, en disant qu'ils avaient déjà eu le premier qui s'est produit. À ce moment-là, certains participants ont commencé à reconnaître dans le jeune homme qui se trouvait parmi eux à la fois Guyon et l'ombre fantomatique. Le général Sunmon fait une grimace de surprise lorsqu'il voit Guyon s'avancer vers lui, lui demandant ce qu'il fait ici. Le jeune ombre répond qu'il a perdu son pendentif de jade. Les autres participants ne croient pas qu'il s'agit d'une ombre fantomatique, puisqu'il s'agit d'un enfant. Dumok a également été choqué d'apprendre que Guyon était en fait l'ombre fantôme. Il se tourne vers l'inspecteur Kim Jang, furieux, et lui demande si l'histoire du pendentif de jade est bien vraie. Le vieil homme s'empressa d'interroger Mon sur le pendentif de jade qu'il était censé avoir perdu, et lui demanda s'il était possible de l'emporter dans un tel cas. Le général Sun sourit et répond qu'il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit. Il s'est approché de Guyon et lui a demandé s'il était intéressé par le test, soulignant qu'il était vrai qu'il n'avait pas la suspension avec lui. Sun a regardé le jeune homme dans les yeux et lui a demandé de continuer le test, l'incitant à poser la flèche et à se mettre en position. Malgré tout, Guyon tendit la flèche au général et prit position avec assurance, montrant le melon sur sa tête avec ses deux mains. Pendant ce temps, Dumok pensait à ce que l'on attendait aussi de Lee Sung-mon, à savoir son caractère catégorique. Le général Mon pensa que tout cela était pour un si jeune Guyon, et comme s'il essayait de le détendre mentalement, il tendit la corde de l'arc au bout d'un moment. Il se disait que cela allait être intéressant et très divertissant. Il se rendit compte que ses yeux étaient exacts, mais ce qu'il était vraiment curieux de savoir, c'était comment l'ombre apparaîtrait dans cette situation. C'est comme si Sung-mon continuait à exhorter Guyon de manière non verbale à lui montrer son talent inné dont tout le monde parle. Après quelques secondes, une flèche jaillit de l'arc du général en direction du jeune homme. L'inspecteur et tous les autres ont vu que le général Sun visait sous le melon, plus précisément la tête. Sang a également réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'une action intentionnelle.